Je n'étais pas dans le testament de papy, tout est allé aux enfants de ma belle-mère. Elle a souri d'un air narquois, cette réunion est réservée aux héritiers. Mon père est resté silencieux mais pas moi. J'ai simplement tendu à son avocat un dossier scellé. Quand il l'a ouvert, son visage s'est vidé. Je suis Lazare. Avant de plonger, dites-moi quelle est la pire trahison que votre famille vous ait jamais infligée? Laissez-le en commentaire, je lis tout le monde. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il y avait vraiment dans ce dossier. Je me suis garé à quelques maisons du cabinet, comme je le faisais toujours quand je devais les voir. Plus facile comme ça, moins de chances que quelqu'un me voie et fasse un commentaire comme « Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes ». Je suis resté une minute de plus dans la voiture, les doigts posés sur le mouchoir bleu doux sur mes genoux. Les plis étaient encore nets, comme si papy venait de me le donner cet après-midi dans son jardin. « N'oublie jamais qui tu es », avait-il dit, en le pressant doucement dans ma paume. C'était la dernière chose qu'il m'avait donnée. Le souvenir me paraissait encore chaleureux, mais dehors, l'air était amer, vif, à la manière de la mi-novembre. Je suis sorti, j'ai boutonné mon manteau et j'ai marché vers le grand bâtiment en briques. Mes bottes faisaient de petits bruits sourds contre le trottoir, chacun résonnant plus fort dans ma poitrine que sur le trottoir. À l'intérieur, le cabinet d'avocat sentait les vieux livres et le polish au citron. La réceptionniste m'a adressé un signe de tête neutre, sans chaleur, sans surprise, bien sûr que non. Je n'étais pas celle que l'on s'attendait à voir ici. J'ai poussé les doubles portes de la salle de conférence. Tout le monde était déjà assis. Mon père, plus raide que d'habitude dans un costume gris anthracite, regardait la table, évitant mes yeux. Valérie, sa femme, le second acte de mon père, s'est tournée au bruit de la porte et m'a offert un sourire tendu et exercé qui n'atteignait pas ses yeux. Ses deux enfants, Antoine et Lucie, étaient assis de chaque côté d'elle, comme de petits serre-livres suffisants. Personne ne s'est levé, personne ne m'a salué. La voix de Valérie a fendu le silence comme un coupe-papier, cette réunion est réservée aux héritiers, a-t-elle dit avec un ton trop poli pour être qualifié de grossier, mais le message était clair. Et mon père, il n'a fait que garder ses yeux sur la table en acajou, comme si elle contenait toutes les réponses qu'il ne m'a jamais données. J'ai légèrement hoché la tête et me suis dirigé vers l'arrière de la pièce, retirant une chaise contre le mur. Les coussins étaient raides, l'air plus stagnant là-bas. L'avocat, Monsieur Laurent, a éclairci sa gorge, merci d'être venu. Monsieur Augustin a laissé des instructions spécifiques concernant la lecture de son testament. En tant qu'exécuteur, je vais procéder dans l'ordre prévu. Il a commencé. C'était silencieux, presque trop silencieux, juste sa voix énumérant article après article, montant après montant. Tout est allé aux enfants de Valérie. Antoine a hérité du bungalow côtier sur la côte d'Opale et d'une fiducie. Lucie a reçu la collection d'antiquités, la Lexus et une généreuse somme d'argent liquide. Valérie elle-même était désignée comme la principale dépositaire de tous les actifs résiduels. Il n'y avait aucune mention de moi. Pas un mot. Pas un signe de tête. Pas même une de ces phrases vagues, à ma chère petite fille, je ne laisse rien. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Mais quelque chose en moi s'est brisé, juste légèrement, comme une fine fissure que l'on ne remarque pas tant que la douleur ne s'étend pas. Je me suis dit que je n'attendais rien, mais c'était un mensonge. J'attendais, pas l'argent, pas la maison, juste d'être reconnu. Valérie s'est déplacée sur son siège et s'est à moitié tournée vers moi. Son parfum a flotté vers moi comme un fruit trop mûr. Elle a murmuré, juste assez fort pour être entendue, je suppose qu'il a finalement vu clair dans ton jeu, je l'ai regardé, vraiment regardé. Son collier de perles était juste un peu trop serré autour de sa gorge. Puis j'ai fouillé dans mon sac. Je n'ai pas parlé, je n'en avais pas besoin. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à l'avant et j'ai tendu un dossier en carton à l'avocat. Mince, net, délibéré. Mes doigts ne tremblaient pas. Il a cligné des yeux, l'a ouvert et a examiné le contenu. D'abord décontracté, puis plus lentement, puis immobile. Son front s'est plissé. Valérie s'est penchée, essayant de jeter un coup d'œil sans avoir l'air désespéré. Elle a aperçu une page et a reculé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, aucun mot n'est sorti. Ses mains ont porté à ses perles, comme si elles pouvaient la protéger de ce qu'elle venait de voir. Je me suis retourné sans un mot et suis retourné à mon siège. Ils ne le savaient pas encore, mais ce dossier était la fissure dans leur miroir, et j'étais sur le point de le briser. L'air est devenu dense.
On pouvait presque entendre le poids du silence de Valérie s'accrocher au mur comme de la fumée humide. L'avocat ne l'a plus regardé. Il a simplement éclairci sa gorge, ajusté ses lunettes et retiré doucement un autre document du dossier que je lui avais remis. Il le tenait, pas de manière théâtrale, juste méthodiquement. Il y a ici un codicille notarié, dit-il, daté de 3 semaines avant le décès de Monsieur Augustin. On pouvait pratiquement sentir l'énergie dans la pièce changer. Camille leva les yeux au ciel si fort que je crus qu'ils allaient rester bloqués. Benoît se pencha en avant, son visage tressaillant comme s'il essayait de réprimer une explosion. L'avocat continua, ce codicille modifie le testament original de 3 manières importantes, un transfert de propriété intégrale du bungalow côtier sur la côte d'Opale, 2 comptes d'investissement scellés avec un solde combiné noté, et la copropriété de garage Augustin Vintage SARL, le tout attribué à. Il n'a pas eu à prononcer mon nom. Valérie le savait déjà. Non, claqua-t-elle, se levant à moitié de sa chaise. Non. C'est faux. Benoît repoussa sa chaise brutalement. Vous allez vous asseoir là et lire une fantaisie qu'elle a griffonnée avec un éditeur de PDF gratuit? Laissez-moi rire. L'avocat resta calme. Le document a été témoigné et signé en présence d'un notaire agréé. Il a été enregistré auprès du greffe du Pas-de-Calais. J'ai ici le sceau du greffe et l'horodatage. Camille renifla. Sérieusement? Grand-père ne te laisserait pas une clé rouillée, encore moins une entreprise. Il ne t'a même pas rappelé pendant des années. Je ne répondis pas. Ma main reposait tranquillement sur mes genoux, mon pouce effleurant le bord du mouchoir. Il y a juste un mois, grand-père avait serré cette même main alors que je me garais devant le bâtiment du greffe départemental. Ses mains tremblaient plus qu'avant, mais sa voix était ferme. Ne fais pas confiance aux mains avides, avait-il dit, ses yeux fatigués mais clairs. Tu gardes cet endroit en vie, tu entends? Ce fut notre dernier moment seul. Il me donna l'enveloppe, scellée et notariée, et me dit d'attendre après les funérailles. Maintenant, nous étions ici. Valérie se tourna vers moi avec ce sourire qu'elle arborait quand elle était sur le point de blesser. Tu l'as manipulé, siffla-t-elle. Tu as attendu qu'il soit affaibli et tu as profité de cela. Toujours je ne dis rien. Je la regardais, vraiment la regardais, et observais le changement s'opérer, pas de l'arrogance cette fois, mais de la peur, de la vraie peur. L'avocat éleva légèrement la voix. Madame Valérie, le codicille est valide. La succession doit honorer ses termes. Si vous souhaitez contester, vous pouvez déposer une contestation formelle auprès du tribunal des successions, mais cela n'arrêtera pas l'exécution des actifs listés. Valérie ouvrit la bouche, puis la referma, comme un poisson luttant pour respirer. Ses mains tremblaient. Elle se tourna vers mon père, qui n'avait toujours pas dit un mot. Ses doigts s'agitaient au bord de la manche de son blazer, ses yeux fixés sur le sol, comme s'il fixait assez fort, il pourrait disparaître. Valérie se retourna brusquement. Je veux que ça s'arrête. Je veux que mon avocat soit présent avant qu'un autre mot ne soit dit. J'ai une obligation légale de continuer, répondit l'avocat. Monsieur Augustin a donné des instructions strictes pour une lecture et un dépôt immédiat. Je me levai enfin, ma chaise grinçant légèrement derrière moi. Ma voix était calme, mais claire. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici parce qu'il m'a demandé de l'être. Le silence suivit, pas le genre lourd de tout à l'heure, mais fragile, tranchant. Tu penses que ça te rend spécial, dit Camille, reniflant. Il t'a payé, c'est tout. Tu te présentes ici habillé comme une bibliothécaire et tu crois être de la royauté? Je la regardais. Je n'essaie d'être rien d'autre. Mais elle avait déjà perdu son masque. Ses cheveux parfaitement coiffés, l'élégance étudiée dans son ton, ça se brisait. Tu ne mérites pas ça. Tu n'es rien. Tu ne l'as jamais été. Je ne répondis pas. Je laissai le silence parler pour moi. L'avocat rangea le testament original et le codicille dans une enveloppe en carton, puis se tourna vers moi. Mademoiselle Lazare, je déposerai les documents de transfert auprès du département d'ici la fin de la journée. J'entamerai également les contacts avec les copropriétaires du garage. Vous recevrez les relevés financiers et les identifiants d'accès au compte d'investissement d'ici 72 heures. Benoît marmonna quelque chose sous son souffle. J'attrapai le mot « fraude », mais personne ne répondit, pas même sa sœur. Je regardai autour de moi une dernière fois avant de m'éloigner de la table. Le regard de Valérie me suivait comme une ombre, mais je ne regardais pas en arrière.
En atteignant la porte, je l'entendis murmurer, à peine audible mais tranchant comme du verre, ce n'est pas fini. Et à ce moment précis, quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, ce n'était pas de la cupidité. C'était de la panique. Pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qui pourrait être découvert. C'est là que ça m'a frappé. Valérie n'était pas seulement en colère, elle cachait quelque chose. Je me suis assise en silence sur le vieux canapé beige de mon appartement, une couverture à moitié tirée sur mes genoux. Même si la journée était chaude, le doux murmure de l'océan à l'extérieur de la fenêtre me calmait d'habitude. Ce jour-là cependant, même le rythme régulier de la marée ne parvenait pas à calmer les questions qui tourbillonnaient dans ma tête. Valérie n'était pas seulement secouée par le testament, elle était effrayée. Pas de perdre quelques propriétés, mais que quelque chose soit mis en lumière. Et la façon dont mon père ne voulait même pas croiser mon regard, cela en disait plus que n'importe quelle accusation verbale. J'ai tendu la main vers la table d'appoint, j'ai ouvert le tiroir du bas et j'en ai sorti le carnet à spirale usé que j'avais gardé pendant des années. Il sentait encore légèrement l'eau de Cologne de mon grand-père, une vieille marque dont il jurait, même si l'étiquette avait pâli avec le temps. J'ai feuilleté lentement les pages, laissant chaque note griffonnée, chaque date et chaque citation à moitié retenue se mettre en place. Le voilà, 18 septembre, papy a dit, ne les laisse pas toucher au vieux garage de réparation. C'est ton héritage, pas le leur. Une autre, 7 mars, mentionne quelque chose à propos d'une parcelle près du ruisseau de la Rougeau, a dit qu'elle n'avait jamais été vendue mais qu'il n'arrêtait pas de demander à l'époque. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Il divaguait souvent, mais après la lecture du testament, tout semblait intentionnel, délibéré. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné au même cabinet d'avocat. La salle d'attente sentait le polish au citron et le silence, comme toujours. Monsieur Laurent, l'avocat de la succession, parut surpris lorsque sa réceptionniste annonça mon retour, mais il n'hésita pas à me faire signe d'entrer. J'ai posé le carnet sur son bureau, ouvert à une page avec plusieurs entrées concernant le terrain et le garage. Ce sont des conversations que j'ai eues avec mon grand-père au fil des années, dis-je. Je pense qu'il manque quelque chose d'important. Il ajusta lentement ses lunettes, puis baissa les yeux vers les notes. Ses yeux se plissèrent à la date d'une entrée. Celle-ci, le 7 mars, cela aurait été juste avant que l'amendement ne soit déposé en 2019. Juste après que Valérie a emménagé, ai-je ajouté. Il se renversa sur sa chaise, silencieux un instant. Vous devriez savoir qu'il y avait des sections du dossier de succession marquées comme modifiées vers la même époque. Mais les documents ont été soumis en interne. Pas de dossier judiciaire, pas de vérification par un tiers. Ce qui était inhabituel, mais pas illégal à l'époque. J'ai senti quelque chose de tranchant se tordre dans ma poitrine. Donc, vous dites que quelqu'un aurait pu le modifier sans que personne ne s'en rende compte? Il ne répondit pas directement. Au lieu de cela, il dit, si ce que vous suggérez est vrai, il pourrait y avoir des conséquences juridiques. Des accusations comme celle-ci ne sont pas anodines. Êtes-vous prête à ce que cela pourrait signifier? Je n'accuse pas, dis-je doucement, mais je veux la vérité. C'est tout. Il m'étudia un instant, puis hocha la tête. Je vous procurerai les registres originaux. Mais si quelque chose ne va pas, vous aurez besoin de soutien. Ça pourrait mal tourner. De retour à la maison, j'ai fixé mon téléphone pendant quelques minutes avant d'appeler finalement Nora. Nora était ma meilleure amie depuis l'université et maintenant une experte comptable spécialisée dans le suivi des pistes d'entreprises complexes. Si quelqu'un pouvait voir à travers la fumée et les miroirs, c'était elle. Elle décrocha à la deuxième sonnerie. Lazare, ça va? J'ai besoin que tu regardes quelque chose, dis-je. Peut-être aussi ton stylo le plus affûté. 1 heure plus tard, elle était à ma table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, des fichiers éparpillés sur la surface en bois et 2 tasses de thé entre nous. Le bourdonnement du réfrigérateur remplissait les silences calmes pendant qu'elle faisait défiler les numérisations que Monsieur Laurent avait envoyées. Je lui tendis le carnet pour le contexte. Ce n'est pas juste une simple mise en place de fiducie, murmura-t-elle en tapotant sur son écran. Regarde ça. Le garage de réparation, initialement répertorié dans les actifs personnels de ton grand-père, mais ensuite il est transféré à une société holding dans le Delaware, et puis il disparaît complètement du portefeuille en 2020. Mais il n'a pas été vendu? Elle secoua la tête. Pas de relevé de vente, pas de frais de transfert. Il a juste disparu. Ma poitrine se serra.
Et le terrain près du ruisseau de la Rougeau? Elle fit à nouveau défiler. Même schéma. Il était au nom de ton grand-père pendant des décennies, puis pouf. Le relevé se termine mi-2021. Pas de vente, pas de déclaration fiscale. Il a juste disparu. Je me suis assise, clignant lentement des yeux. Valérie s'est impliquée dans la gestion de la succession vers cette époque, n'est-ce pas? Nora hocha la tête. Lazare, ce n'est pas juste de la tenue de livre douteuse. Quelqu'un a réécrit l'histoire. Et il savait exactement ce qu'il faisait. Dehors, le ciel s'était assombri en un bleu ardoise silencieux. Les premières étoiles scintillaient au-dessus de l'eau. Mais je ne le remarquais pas. Mes pensées étaient enterrées quelque part entre un acte disparu et le regard sur le visage de Valérie il y a 2 jours. Pas de cupidité, pas de chagrin, de la culpabilité. Et j'avais le sentiment que ce terrain manquant dénouerait bien plus que de simples documents. Cette nuit-là, après les mots calmes mais cinglants de Nora, quelqu'un a réécrit l'histoire, je n'arrivais pas à dormir. J'étais assise près de la fenêtre, regardant la marée monter et descendre sous la lune côtière, me demandant ce que Valérie avait d'autre enterré. Que avais-je d'autre manqué parce que je faisais trop facilement confiance ou parce que j'avais été poussé assez loin du cercle familial pour cesser de poser des questions? En début d'après-midi, nous étions au bureau des archives départementales. Nora, toujours professionnelle, avait déjà son ordinateur portable ouvert sur ses genoux pendant que je fouillais dans les dossiers physiques de la section des archives anciennes. L'employé, un homme maigre aux lunettes cerclées d'argent, continuait de jeter des coups d'œil, comme s'il essayait de comprendre qui nous étions. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer. Parfois, le silence rendait les gens plus serviables. Après 3 heures, Nora a tapoté son écran et m'a fait signe d'approcher. Regarde ce transfert. Je me suis penché. Le numéro de parcelle correspondait à celui que nous avions signalé la nuit dernière, celui qui avait disparu des registres officiels de la succession. D'après cela, il n'a jamais été vendu. Il a été transféré à une fiducie, ai-je murmuré, mes yeux se rétrécissant. Elle hocha la tête. Et le fiduciaire? Devine. Mon estomac se noie avant même que je ne regarde. C'était au nom d'Émile Dorn, le fils de Valérie, un homme que je n'avais pas vu depuis plus d'1 décennie et qui n'avait jamais mis les pieds sur cette terre. Quelle est la date, ai-je demandé. Nora fit défiler vers le haut. Signé par la procuration de ton grand-père? 7 juin 2019. Je me suis raidi. C'était juste une semaine après sa chute. Celle que Valérie a prétendu être mineure mais qui m'a empêché d'aller lui rendre visite à l'hôpital. Elle a dit qu'il était confus, que voir des gens le bouleversait. Je lui avais envoyé des lettres. Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai senti une bouffée de culpabilité me monter dans le cou. Elle a dit que ça empirerait les choses si je venais. Nora ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle me fit glisser un autre document, un reçu numérisé lié à la fiducie, indiquant que le terrain avait été utilisé comme garantie pour louer une unité de stockage privée. L'unité était toujours active. L'adresse était à moins de 20 minutes d'ici. On y va, demanda Nora. J'ai simplement hoché la tête. On y va. Nous avons quitté le bureau des archives juste à 4 heures. En entrant dans l'installation de stockage fermée, j'ai réalisé que je reconnaissais le nom sur l'enseigne. Elle appartenait à un ancien client du cabinet d'avocat de mon père. J'ai attrapé mon téléphone et passé un appel rapide, parlant à une vieille assistante qui se souvenait encore de moi des fêtes de Noël d'il y a longtemps. Au moment où nous avons atteint l'unité, un jeune employé nous attendait avec un presse-papier. Mademoiselle Dorn, c'est ça? Vous êtes sur la liste d'accès sous le compte de succession. J'ai signé, essayant de ne pas laisser mes mains trembler. Il a fait rouler la porte en acier. À l'intérieur se trouvaient des piles de bacs en plastique, quelques tiroirs de classement verrouillés, et étrangement, une vieille malle en cèdre, le genre que mon grand-père gardait sous son établi. L'air sentait le vieux papier et l'huile de cèdre. On avait l'impression d'entrer dans le passé. Nora et moi avons travaillé vite. Nous avons ouvert les bacs un par un, registres, documents fiscaux, documents de propriété. Elle feuilletait les dossiers avec précision. Je suis allé directement à la malle. Au fond, enveloppées dans une écharpe de laine délavée, se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles, toutes écrites de la main penchée de mon grand-père. Je me suis assise en tailleur sur le sol en béton et j'ai ouvert la première. Lazare, si tu lis ceci, ils ont pris le contrôle. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai fait des copies.
Tu sauras où chercher. Avec amour, Pépé. Il m'avait appelé ainsi depuis que j'avais 4 ans. Pépé. C'était ce que nous murmurions pendant les parties d'échecs, quand personne d'autre n'était là. D'autres lettres suivirent. Certaines étaient à moitié écrites, certaines divaguaient, mais le thème était clair, il essayait de me prévenir. Il avait remarqué des changements. Il ne faisait pas confiance aux gens autour de lui, et il pensait que Valérie s'était trop rapprochée de ses affaires. Nora a trouvé les registres qu'il mentionnait, des copies avec de petites annotations à l'encre rouge. Elles correspondaient au carnet que j'avais gardé. Ces vieilles histoires, des références codées à des actifs non déclarés. Ce n'était plus seulement un sentiment maintenant. Valérie avait découpé des morceaux de son héritage pour elle et son fils, et s'était assurée que je ne le saurais jamais. Je me suis levé et j'ai regardé autour de l'unité. Ce n'était pas juste du stockage, c'était un coffre-fort caché de vérité. Je dois parler à mon père, dis-je doucement. Nora n'a pas discuté. Elle a simplement hoché la tête et m'a tendu mon manteau. Ce soir-là, juste au moment où le soleil se couchait derrière les falaises côtières, je l'ai appelée. Sa voix était prudente, tendue même. On peut se voir, ai-je demandé. Juste nous deux. Pas Valérie. Une pause. Puis, elle est sortie pour la soirée. Viens dans 1 heure. J'ai roulé en silence, la radio éteinte. Mes doigts ont retracé les bords de la lettre dans la poche de mon manteau. L'allée de leur maison clôturée m'a semblé plus longue que dans mon souvenir, comme si elle s'était allongée au fil des années de silence. Il attendait déjà près de la fenêtre du salon quand je suis arrivé. Il a ouvert la porte avant que je ne frappe. À l'intérieur, la maison était trop silencieuse. Pas de musique de piano, pas de doux murmure de Valérie dans la cuisine. Juste lui, debout près de la cheminée, l'air fatigué. J'ai posé le document sur la table. Le transfert de propriété. Sa signature au nom de grand-père. Tu as signé ça, ai-je demandé. Ses yeux ont filé vers le papier, puis vers moi. Le silence s'est épaissi entre nous. Je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu. Finalement, il s'est assis, ses épaules se repliant vers l'intérieur. Il a regardé le papier, puis le sol. Je ne voulais pas la perdre, a-t-il murmuré. Mais j'ai perdu toi, à la place. L'air entre nous était lourd, comme le genre de silence qui n'a pas besoin de mots parce que les dégâts sont déjà faits. Mon père se tenait là, dans le salon impeccablement aménagé de Valérie, baigné dans la douce lueur de sa lampe de chevet de créateur, les yeux fixés sur le dossier dans mes mains, comme s'il contenait le dernier morceau de quelque chose qu'il avait autrefois aimé, mais dont il ne savait plus nommer. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé ces mots résonner dans l'espace entre nous. Je ne voulais pas la perdre, mais j'ai perdu toi, à la place. Quand je l'ai enfin regardé, ma voix est sortie douce mais ferme. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour moi? Il s'est enfoncé dans le coin du canapé en velours, les coudes sur les genoux, les mains jointes, comme s'il priait un Dieu qui avait cessé de répondre depuis longtemps. Parce que Valérie a été claire. Elle a dit que si je te gardais près, je perdrais tout le reste, elle, ses enfants, tout sentiment de paix. Elle m'a dit que j'avais un choix, m'accrocher au passé ou avancer. J'ai choisi la paix. Je n'ai rien dit. J'ai juste fouillé dans mon fourre-tout et en ai sorti la lettre scannée, celle écrite de la main soignée de grand-père, notariée et datée 6 mois avant qu'il ne fasse sa chute. Je l'ai posée devant lui. Il a hésité avant de se pencher en avant. Tandis que ses yeux parcouraient les mots, son visage a changé, de la confusion d'abord, puis de l'incrédulité, et enfin de la culpabilité. Tu étais toujours censé l'avoir, ai-je dit. Grand-père l'a écrit lui-même. Il ne s'agissait jamais d'héritage ou d'argent. Il s'agissait de quelque chose en quoi il croyait, moi, mon indépendance. Il leva les yeux vers moi, les yeux humides. Je ne savais pas ça. Tu n'as pas demandé, ai-je répondu. Puis, lentement, j'ai sorti l'une des lettres originales que nous avions trouvées dans l'unité de stockage. Papier jauni, soigneusement plié. Je la lui ai tendue. Il l'a ouverte avec des doigts tremblants. En lisant les premières lignes, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si son souffle avait été coupé. Il t'a écrit, ai-je hoché la tête. Seulement à moi. Et elle les a tous gardés. Il a pressé la lettre contre sa poitrine. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait cessé de me vouloir près. Non, ai-je dit, ma voix basse. Elle s'est juste assurée que tu le penses.
Il se renversa, passant sa main sur son visage. J'ai l'impression d'être un imbécile. Tu le ai-je dit, sans venin. Mais tu avais aussi peur. Et ce n'est pas la même chose que cruel, juste faible. Il ne s'est pas défendu. Il ne s'est pas mis en colère. Il a juste hoché la tête lentement, presque comme s'il comprenait enfin à quoi il avait participé, pas activement, mais passivement. Et cela avait fait tout autant mal. Après un long moment, il murmura, elle s'est occupée de tout. Je n'ai pas lu la moitié des choses que j'ai signées, je lui faisais confiance. Et tu ne me faisais pas confiance, ai-je dit, plus doucement maintenant. Il leva à nouveau les yeux, sa bouche s'ouvrant légèrement, comme s'il voulait donner une excuse. Mais je ne lui ai pas laissé la place. Tu savais que ce jour viendrait, ai-je dit. Il se leva lentement, s'approcha comme s'il allait essayer de me serrer dans ses bras. Je reculai d'un pas, ne fais pas ça. Ses bras pendaient maladroitement le long de son corps. Lazare? J'avais besoin d'un père, ai-je murmuré. Pas d'un témoin. J'ai laissé le silence répondre pour moi. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. En sortant, le crépuscule s'enroulait autour des arbres, peignant le quartier fermé de l'ombre fatiguée d'un bleu doré. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Nora. Il est temps, dis-je. Planifie la réunion. Elle n'a pas demandé ce qui avait changé. Elle n'en avait pas besoin. Tu l'as. Jeudi à 10h. Tout le monde sera là. J'ai raccroché, j'ai expiré et j'ai laissé le poids de la dernière heure s'installer dans ma poitrine. Puis j'ai ouvert la portière de la voiture et je suis monté. De retour à l'intérieur, j'imaginais les sons de la porte d'entrée grinçant derrière moi, le silence s'enroulant une fois de plus autour de la pièce, puis les talons de Valérie claquant contre le parquet en bois alors qu'elle entrait. Elle a dû remarquer le dossier immédiatement. J'ai imaginé ses lèvres se serrer, sa main portée à sa poitrine dans une fausse surprise. Je pouvais presque entendre sa voix dans ma tête, ce ton sec qu'elle utilisait quand elle paniquait mais prétendait toujours être en contrôle. Qu'est-ce que ça doit vouloir dire? Elle ouvrirait le dossier. Elle verrait que son nom n'était pas sur cette lettre et le mien l'était. Et pour la première fois, peut-être qu'elle réaliserait quelque chose, tous les héritages ne peuvent pas être réécrits. Je ne suis pas venu pour brûler des ponts, je suis venu pour éclairer la vérité. Devant toute la salle, 3 matins plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un doux tintement, révélant un couloir silencieux bordé de murs de verre et d'œuvres d'art abstraites. Je sortis, mes talons claquant contre le sol poli, Nora marchant à côté de moi dans un tailleur bleu marine ajusté. Elle me fit un signe de tête avant d'ajuster ses dossiers. J'expirai lentement. La ville en bas bourdonnait de son chaos habituel du vendredi, mais ici, c'était comme l'œil d'une tempête qui se préparait. La réceptionniste leva les yeux, ses sourcils se froncèrent en parcourant la liste d'enregistrement. « Excusez-moi, madame, puis-je vous aider ?» « Je suis attendu, dis-je calmement. Lazare Wolf. J'ai une place à cette table, qu'il le veuille ou non. » La femme cligna des yeux, puis ouvrit la porte de la salle de conférence. À l'intérieur, la tension nous accueillit avant même que les mots ne le fassent. Valérie était assise en bout de la longue table en acajou, ses mains manucurées repliées comme une reine à la cour. À côté d'elle, 2 avocats, l'un familier, l'autre nouveau, feuilletaient des copies imprimées du testament modifié. Ses fils étaient avachis, l'arrogance dégoulinant pratiquement de leurs yeux. Et mon père? Il était assis à l'autre bout, rigide, regardant partout sauf moi. Je pris le siège vide en face. Nora resta debout. Commençons, dit Nora, sa voix égale et tranchante, tandis qu'elle ouvrait son dossier. Nous sommes ici pour contester le dépôt actuel de la distribution de la succession pour cause de fraude et de fausses déclarations. Valérie se renversa avec un reniflement. C'est scandaleux. Le testament a été scellé et examiné par nos avocats, tout a été fait. Alors, décellons-le, dis-je en faisant glisser une enveloppe scellée sur la table. L'avocat de Valérie la regarda avec suspicion avant de la déchirer. À l'intérieur se trouvait une copie notariée du testament original de mon grand-père, daté de 8 mois avant la version révisée et signée de traits fermes et familiers. Dans celui-ci, il me nommait fiduciaire principal de la fiducie familiale, décrivant mon rôle de dépositaire de l'héritage qu'il avait mis des décennies à construire. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda l'avocat, clignant des yeux. De son avocat original, celui que Valérie a tenté de renvoyer peu de temps avant l'AVC de mon grand-père, répondit Nora d'un ton factuel. Nous l'avons contacté il y a 2 semaines.
Il avait conservé une copie de sauvegarde, juste au cas où. Valérie ne parla pas, ses lèvres étaient serrées. Ses yeux, cependant, filaient rapidement entre les pages, cherchant une échappatoire. Nora continua, mais ce n'est pas tout. Veuillez vous référer à la dernière page du testament révisé, en particulier la clause où Lazare est entièrement retiré de l'héritage. L'avocat feuilleta, hésita, puis tourna le document vers la lumière. Nora déposa un second rapport. C'est une analyse de signature forensique. La signature sur cette clause modifiée ne correspond pas à l'original. Ce n'est pas celle de votre père. Le fils cadet de Valérie, Clément, regarda de côté. Attends, quoi? Maman? L'aîné, Benoît, marmonna, se redressant. As-tu? Valérie agita la main. C'est ridicule. N'importe qui peut faire des affirmations. Nora coupa court, calme et précise. Le laboratoire est un tiers, entièrement certifié, et les incohérences sont mesurables, angle de pression, inclinaison, déviation, irrégularité du flux d'encre. Ce n'était pas une signature naturelle. C'était un faux. Le souffle de mon père s'arrêta. Pour la première fois, il parla. J'ai signé ces documents, dit-il, sa voix basse, comme s'il essayait de ne pas s'entendre lui-même. Valérie me les a tendus. Je n'ai pas tout lu. Elle a dit que c'était pour arranger les choses. Nora ne sia pas, nous avons assez pour déposer une injonction, avec effet immédiat. Nous demandons le gel de tous les transferts d'actifs et des actions en justice concernant la succession, en attendant une enquête approfondie. La chaise de Valérie grinça lorsqu'elle se leva brusquement. Ses fils la regardèrent comme s'ils venaient de la rencontrer. C'est de la folie, dit-elle d'une voix aiguë, sa voix se brisant. Savez-vous ce que vous faites, Lazare? Ça? C'est juste une vengeance mesquine. Je me levai aussi, calmement, rassemblant les papiers devant moi. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de mémoire, et de la façon dont vous avez effacé la mienne de cette famille, une signature à la fois. Mon père ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Je ne suis pas en colère, que vous les ayez signés. Je suis brisé, que vous n'ayez jamais demandé pourquoi. Le silence qui suivit n'était pas paisible. Il pulsait. Tandis que Nora et moi nous tournions pour partir, Valérie tendit la main vers le bord de la table et trébucha légèrement, son sang-froid s'effondrant l'espace d'un instant. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, non pour jubiler, mais pour finir ce que j'étais venu dire. Vous m'avez toujours appelé invisible, avez dit que je n'étais pas faite pour cet héritage. Aujourd'hui, je suis devenu indéniable. Et puis je suis sorti, de retour dans l'ascenseur, de retour dans la lumière. Parce que la succession n'était pas la seule chose qu'elle avait essayé de réécrire. J'ai trouvé les journaux ensuite. 2 jours après la confrontation au cabinet d'avocats, je me suis retrouvé debout devant la maison du lac de grand-père. Le vent venant du lac était vif, portant l'odeur des pins et des vieux souvenirs. La maison était restée intouchée depuis son décès. Valérie ne s'en était jamais occupée. Elle n'était pas tapa à accent Graveleuil, pas en ville, et surtout, elle n'était pas répertoriée comme un actif majeur. Mais je me souvenais de ce que grand-père disait toujours quand nous étions assis ensemble sur le porche arrière, certaines choses valent plus que du papier, Lazare. Je me suis garé près du hangar à bateau, mes bottes craquant sur les feuilles tombées tandis que j'approchais de la porte latérale. La clé fonctionnait toujours. L'air à l'intérieur était lourd de poussière et de silence, comme si la maison retenait son souffle. Je n'ai pas allumé les lumières. Je savais où j'allais. À l'étage, dans le grenier, après la 3e marche qui grinçait et la poutre tordue contre laquelle je me cognais la tête quand j'étais enfant, il y avait une malle qu'il n'avait jamais laissé personne toucher. Recouverte d'une courte pointe délavée et nichée derrière des boîtes d'outils et d'horloges cassées, elle attendait, silencieuse et patiente, tout comme il l'avait été dans ces dernières années. Je me suis agenouillé, j'ai épousseté et je l'ai ouverte. À l'intérieur, enveloppés dans du lin, se trouvaient 6 journaux reliés en cuir, usés au coin, les dos craqués par des années d'utilisation. Il y avait aussi des enveloppes remplies de croquis, de photos aux bords recourbés et de lettres, certaines adressées à personne, certaines adressées à moi. Je ne les ai pas ouvertes tout de suite. Mes doigts tremblaient juste en tenant le premier journal. J'ai reconnu immédiatement son écriture. Elle était soignée, mais à l'ancienne, écrite avec une plume, et pleine de boucles qu'il disait toujours être un signe de vie délibérée. Je me suis assise contre le mur, genoux repliés, et j'ai commencé à lire.
Les premières entrées étaient des réflexions calmes, des notes sur le lac, les conditions météorologiques, la politique, et occasionnellement, sur moi. Une datée d'il y a 7 ans indiquait simplement « Lazare m'a apporté de la soupe aujourd'hui ». Elle n'a rien demandé. Elle a juste écouté. Ça me rappelle qui j'étais avant que l'argent ne me rende prudent. Ma gorge se serra. Je tournais une autre page, elle est revenue aujourd'hui. À parler de son travail, pas du mien. La plupart d'entre eux ne veulent être vus qu'à mon ombre. Pas elle. Elle veut juste que je me sente humain. Cela continuait ainsi, des observations calmes qui ressemblaient à des murmures dans le passé. Je n'avais aucune idée qu'ils m'avaient observé si attentivement. Moi, celle qu'ils appelaient invisible. Mais ensuite, le ton a changé. Un journal datant de l'année de son AVC contenait des entrées qui me tordaient l'estomac. Valérie insiste pour que je me repose. Mais le repos ressemble à de la prison. Téléphone retiré de ma chambre. Visiteur géré. La jardinerie me manque. Ma propre lucidité me manque. Une autre, écrite un mois plus tard, Lazare est passé. Valérie a dit que je dormais encore. Mais j'ai entendu sa voix. Elle a attendu sur le porche pendant près d'1 heure. Je ne pouvais pas l'appeler. Mes mains se figèrent. Mes yeux parcoururent chaque page plus vite maintenant. Je commence à craindre qu'il ne m'ait mis sur une étagère, une relique qu'il gère. Je voulais que Lazare ait la fiducie, pas seulement l'argent, mais le pouvoir de décider. Je pensais avoir été clair dans le premier brouillon. Valérie a dit qu'elle s'en occuperait. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ce sourire. Et puis, la ligne qui a brisé quelque chose en moi, s'ils me réduisent au silence à nouveau, j'espère qu'elle lira ceci et saura que je l'ai choisi. Je l'ai choisi bien avant que l'encre ne sèche. Je pressai le journal contre ma poitrine, ne réalisant même pas que je pleurais jusqu'à ce que les larmes glissent le long de mon cou. Mon souffle venait par saccades. Cette ligne. C'était plus que de l'amour. C'était la preuve que j'avais désespérément recherchée. C'était le moment où j'ai su que je n'étais pas folle de me sentir effacée. Il m'avait vu. Il avait su. Je suis resté là, dans le grenier, jusqu'à ce que la nuit s'insinue par la petite fenêtre. Finalement, je me suis recroquevillé dans la couverture qu'il gardait là-haut et j'ai laissé les journaux reposer à côté de moi. Ils ressemblaient à des encres, comme s'ils m'avaient laissé un phare dans le brouillard. Le lendemain matin, j'ai tout soigneusement emballé dans un sac en toile et j'ai retrouvé Nora à son bureau. Elle a jeté un coup d'œil au paquet dans mes bras et a dit « Ceci pourrait avoir plus de poids que n'importe quelle clause dans un tribunal. » Nous avons soumis les journaux à une authentification forensique cet après-midi-là. L'encre raconterait sa propre histoire. Nora sourit légèrement, la vérité écrite à la main a tendance à laisser des empreintes digitales. Le lendemain, les retombées avaient déjà commencé. Les murmures se transformèrent en rumeurs. L'image publique de Valérie, si polie et impeccable, commença à montrer des fissures. Son fils aîné, Benoît, celui qui répétait toujours chacun de ses mots, posta quelque chose de vague sur les médias sociaux, nous faisons tous des erreurs. Certaines nous héritons, certaines nous perpétuons, certaines nous regrettons. Je n'eus pas besoin de répondre, Internet fit le travail. Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était mon père. Il ne prononça pas mon nom, juste un doux, je ne savais pas, Lazare, je jure. Je pensais? J'aurais dû poser plus de questions. J'attendis un instant, puis dis doucement, le silence ne te rend pas innocent, papa. Il te rend juste facile à utiliser. Il ne répondit pas. Je ne m'y attendais pas. Vers le coucher du soleil, je suis descendu jusqu'au bord du lac. L'air était frais, la lumière dorée et fatiguée. Je me suis assise sur le même banc où grand-père et moi avions l'habitude de nourrir les canards au printemps et j'ai ouvert le dernier journal. Vers la fin, écrit à l'encre plus audacieuse que d'habitude, il y avait une dernière ligne, celle qu'ils ont essayé d'effacer et celle que je veux qu'on se souvienne. Et juste comme ça, je ne me sentais plus invisible. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit avant l'audience. Les journaux étaient posés sur ma table de salle à manger sous un doux halo de lumière, leur couverture de cuir craquelée par le temps et le chagrin. J'ai relu chaque entrée jusqu'à pouvoir entendre sa voix dans mon esprit, claire, délibérée, blessée mais forte. Le matin s'est insinué, gris et silencieux. J'ai enfilé la même blouse bleu marine que j'avais portée pour son mémorial et j'ai conduit vers le palais de justice avec Nora à mes côtés. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence calmait les nerfs qui continuaient de me monter dans le dos.
Nous sommes arrivés quelques minutes en avance. Des journalistes attendaient déjà sur les marches, murmurant en me voyant passer. J'ai serré les journaux contre ma poitrine, non par peur, mais par respect. Ce n'était pas seulement du papier, c'était la vérité de mon grand-père, scellée dans l'encre, attendant que quelqu'un écoute. À l'intérieur, Valérie était déjà assise devant, sa tenue était assez tranchante pour couper du verre, un blazer rouge sang et des perles qui semblaient trop lourdes pour son cou. L'un de ses fils, Benoît, était assis rigidement à sa droite, l'autre, Clément, fixait le sol, la mâchoire serrée, refusant de croiser son regard. Lorsque le juge entra, tout le monde se leva. La salle d'audience s'installa dans un silence tendu, le genre où l'on pouvait presque entendre quelqu'un penser. L'exécuteur se leva et commença à lire le testament actuel, sa voix robotique, comme si même lui ne croyait pas les mots. La totalité de la succession, moins un petit fonds de bourse, devait être divisée également entre les enfants de Valérie. Mon nom n'était nulle part, mes souvenirs ne valaient rien. Puis vint le moment où le juge demanda s'il y avait des remarques finales avant de clore l'audience. Je ne parlais pas. Je me tournai vers Nora et hocha la tête une fois. Elle se leva, s'approcha du barreau et posa la pile de journaux sur le bois poli à côté d'elle. À côté, elle posa une déclaration sous serment scellée et notariée d'un expert en écriture approuvé par le tribunal. Le juge ajusta ses lunettes. J'accorde une brève suspension pour examiner ceci. La pièce ne bougea pas. Le temps sembla s'arrêter. 10 minutes passèrent, puis le juge revint et lut à voix haute. J'ai fait des erreurs, j'ai laissé Valérie trop près, trop tôt après l'AVC. Elle les a tenus à l'écart, surtout elle, ma petite fille, la seule qui s'est jamais assise avec moi en silence, la seule qui ne me voulait rien d'autre que du temps. Les pages tournèrent, lentement et délibérément. Elle me rappelle qui j'étais, avant que l'argent ne me rende prudent. Et puis, ceci, s'ils me réduisent au silence à nouveau, j'espère qu'elle lira ceci et saura que je l'ai choisi. Je l'ai choisi bien avant que l'encre ne sèche. Valérie se leva d'un bond. C'est scandaleux, cria-t-elle. N'importe qui aurait pu écrire ça. Ils ne font pas partie du registre officiel. Ce sont des bêtises sentimentales. Fabriquées. Plantées. Avant que le juge ne puisse répondre, Clément se leva. Tout le monde se tourna. Il ne regarda pas sa mère. Il regarda droit devant lui, la voix basse mais claire. Elle nous a dit qu'il ne pouvait plus parler. Elle a dit que l'AVC l'avait ruiné. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu essayer d'écrire quelque chose pour elle. Je l'ai vu la brûler. Des halètements résonnèrent sur les murs. Même Nora haussa les sourcils. Elle a dit que c'était une liste d'épicerie, ajouta-t-il, la voix brisée, mais c'était scellé dans une enveloppe, et elle l'a brûlée, avant que je ne puisse la lire. La salle d'audience sombra dans une tempête de murmures. Le juge frappa une fois son marteau. Nous allons suspendre l'audience pour examiner correctement tout le matériel soumis. Dehors, je suis sorti au soleil pour la première fois de la journée. L'air semblait plus lourd, pas plus léger. Valérie s'élança devant moi vers son fils. « Qu'est-ce que tu viens de faire » siffla-t-elle. Il ne répondit pas. Elle le gifla, main ouverte, un claquement sec en plein visage. Le bruit claqua à travers le parking comme une branche qui se casse. Quelqu'un à proximité halta, et quelqu'un d'autre, plus près, prit une photo. J'ai aperçu le flash du coin de l'œil. La voix d'un journaliste suivit immédiatement. « Madame Valérie, souhaiteriez-vous commenter ceci ?» Elle se tourna, les yeux écarquillés, mais il était trop tard. Cette image vivrait longtemps après que le marteau ne soit tombé. De retour à l'intérieur, le juge reprit sa place. Son expression était illisible, mais sa voix portait le poids de la finalité. Ces journaux offrent des entrées convaincantes et cohérentes sur plusieurs années, associées à un témoignage corroborant et à une analyse d'expert. Je les trouve crédibles. Valérie se déplaça sur son siège. De plus, il révèle un schéma d'influence incompatible avec une intention indépendante. La salle se pencha en avant. En conséquence, je modifie l'exécution de la succession. Mademoiselle Lazare se voit par la présente accorder la pleine propriété de la propriété côtière et une part majoritaire des participations commerciales en question, reflétant les intentions authentiques du testateur. Valérie ne protesta pas. Elle s'effondra simplement sur sa chaise, comme si on lui avait retiré les os. Sa bouche s'ouvrit légèrement, mais aucun son ne sortit. Pas de rage, pas de discours,
juste la réalisation que le pouvoir, une fois mal utilisé, retrouve toujours le chemin de la justice. Alors que les gens commençaient à se lever et que les papiers s'agituaient à travers la pièce, je restais assise un instant de plus, non pour jubiler, mais pour respirer, pour être témoin du lent délitement d'un héritage qui avait tenté de m'effacer. Nora se pencha et murmura, « Tu n'avais pas besoin d'un micro, juste de la vérité. » Et elle avait raison. Je ne lui ai pas parlé après l'audience. Mais une lettre est arrivée à ma porte ce soir-là. Le bruit des vagues fut la première chose que je remarquai le lendemain matin, pas le genre sec qui s'écrase contre les rochers, mais le doux murmure de la marée rencontrant le sable, un rythme qui m'avait apaisé depuis que j'étais retourné sur la côte. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, une tasse à la main, ne buvant pas vraiment, juste fixant l'enveloppe non ouverte posée à côté d'un bol de pêche froide que j'avais l'intention de manger. Elle ne venait pas d'un cabinet d'avocat, pas d'adresse de retour, mais je reconnus l'écriture, cette écriture serrée et penchée qui semblait toujours faire trop d'efforts pour impressionner, Valérie. Je ne l'ai pas touchée tout de suite. Pendant des heures, j'ai tourné autour, remplissant mon café, feuilletant un livre, même arrosant une plante qui n'en avait pas besoin. Finalement, je me suis assise, j'ai respiré et j'ai ouvert le rabat. À l'intérieur, une seule feuille et une photo. Elle l'avait écrite à la main. Cela seul me surprit. Valérie n'écrivait jamais rien qui n'impliquât pas un mémo dactylographié ou un courriel de réprimande à tout le groupe. La première phrase, « Je n'ai jamais su comment être une sœur. Je n'ai su qu'avoir peur. » J'ai cligné des yeux et relu. Elle disait s'être toujours sentie comme une invitée dans la famille, comme si, peu importe ce qu'elle faisait, quelqu'un d'autre en moi obtiendrait la chaleur qu'elle désirait. Elle a dit, « Grand-père m'a appelé une fois un phare, et elle n'a jamais oublié cela. » Elle se sentait plus pâle à côté de moi, que je n'avais même pas à faire d'effort. « Je me suis convaincu que tu essayais de me surpasser, » a-t-elle écrit, quand en réalité, tu ne faisais qu'être. Et je te haïssais pour l'apparence de facilité. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Elle ne demandait pas pardon, pas une seule fois. Mais elle admettait avoir menti, manipulé et déformé. Qu'elle voulait le contrôle parce qu'elle ne s'était jamais sentie maîtresse de rien d'autre. Tu ne m'as jamais combattu, a-t-elle écrit, et c'est ce qui m'a fait le plus peur. Ton silence était la menace la plus forte que j'ai jamais affrontée. La photo a glissé du pli. Elle était vieille, légèrement décolorée, les bords doux par le temps. Moi, peut-être 3 ans, sur les genoux de grand-père, la lumière du soleil sur nos deux visages. Il souriait largement, ses yeux à moitié fermés dans un rire, et je pointais quelque chose hors du cadre. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Je n'avais même jamais su que ça existait. Elle a terminé la lettre par une phrase, « Je te l'ai caché ?» Je n'aurais pas dû. J'ai tenu la photo longtemps, mes doigts effleurant le pli au milieu. Je me suis levé, la maison trop silencieuse autour de moi, et je suis sorti sur la terrasse. Le vent a attrapé mon pull et a tiré doucement, comme un rappel de rester ancré. J'ai marché pieds nus sur le sable, me dirigeant vers le bord de la marée, et j'ai laissé l'air salin piquer mes yeux. Mes pieds s'enfonçaient légèrement dans le sable frais et tassé, la photo serrée contre ma paume. Je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Mais la douleur en moi a gonflé de manières étranges et inhabituelles. Je me suis souvenu de sa main sur mon épaule le soir de mon premier récital de piano, ferme et chaude, la façon dont il me faisait un clin d'œil quand personne d'autre ne le remarquait, la fois où il m'a murmuré, « Tu vas faire de grandes choses, gamine. » Comme si c'était un secret réservé à moi seul. Et peut-être que c'était ça la vraie vérité depuis le début. Je n'étais pas négligé. J'étais discrètement vu. Juste pas par ceux qui avaient trop peur de l'admettre. De retour à l'intérieur, je me suis assise par terre dans mon salon et j'ai sorti la vieille boîte à souvenirs de sous l'étagère. La même que j'avais remplie de choses que je ne pouvais pas affronter après la mort de grand-père, ses boutons de manchette, une page de son registre, une fleur sauvage pressée de son jardin. J'ai placé la lettre de Valérie à l'intérieur, non pas comme un symbole de réconciliation, mais de reconnaissance. Je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai pas jetée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste gardée comme preuve de quelque chose de brisé et de quelque chose de courageux. Plus tard cet après-midi-là, j'ai appelé Nora, mon avocate. Je veux créer une bourse, lui ai-je dit. Pour les filles comme moi. Celles en qui personne ne croyait, jusqu'à ce qu'elles y soient obligées. Au nom de grand-père. Elle ne dit pas grand-chose, juste, ça te ressemble exactement. Avant le coucher du soleil, je me suis à nouveau tenu au bord du lac,
cette fois avec mes chaussures à la main. L'eau clapotait à mes chevilles. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé l'air remplir mes poumons. Pas lourd, pas sur la défensive, juste plein. Je n'avais plus rien à prouver. Ni à Valérie, ni à la famille qui avait essayé de m'effacer, pas même à moi-même. J'étais déjà devenu ce qu'ils craignaient que je devienne. Et plus encore. Je n'ai pas gagné en me battant. J'ai gagné en devenant tout ce qu'ils avaient essayé d'effacer.